Bonjour à tous. Pour ceux que je ne connais pas encore et qui ne me connaissent pas, je suis donc Stéphanie Dalle et je suis consultante entreprise pour l'APEC Auvergne. Donc en toute petite parenthèse, toute entreprise cotise à l'APEC. La vôtre cotisera probablement bientôt à l'APEC. En tant que cadre, vous avez peut-être déjà cotisé à l'APEC. Et de ce fait, vous avez droit à un ensemble de services qui sont prépayés d'avance par votre cotisation. Donc il y a juste à consommer, c'est déjà payé. Donc vous verrez au fil de la présentation, je ne m'attarderai pas dessus, mais vous aurez le support, vous pourrez retrouver tous les services sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et là, plus spécifiquement sur le recrutement, puisqu'on fait un point recrutement aujourd'hui, avec un vrai challenge pour moi, qui est le temps. Voilà. Je suis plutôt une marathonienne sur le recrutement, donc là, en 30 minutes, effectivement, voilà, je vais m'astreindre à essayer d'être sur le sprint et être efficace. Je vais juste vous demander de m'aider. C'est-à-dire que je vous propose qu'on se pose toutes les questions qui vont apparaître à la fin. Je suis à votre entière disposition. Même pour les questions que vous n'oseriez pas poser en collectif, je suis à votre disposition après. Avant de commencer sur le recrutement, c'est important. On le sait, la réussite d'une entreprise, c'est avant tout la qualité de ses équipes, et a fortiori quand l'équipe fait 2 ou 3 personnes. Voilà. Donc c'est d'autant plus pour vous important, puisque vous êtes sur des tailles d'entreprise souvent relativement petites, en croissance certes, mais petites. Je vais vous raconter une petite histoire d'une TPE qui s'appelle Saboost, voilà, et son créateur, donc on va l'appeler Paul, polyvalent. Il a le vent en poupe et ça marche super bien pour lui. Et il se dit qu'il faut vraiment qu'il booste encore plus son développement commercial, donc c'est décidé, il lui faut un commercial. Bon, alors après, Paul n'a pas une grosse expérience du recrutement, il n'a pas le temps non plus. Donc il se dit en même temps, c'est pas très grave, des commerciaux, il y en a plein le marché, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Et puis comme je fais un peu de commercial, je sais de quoi je parle, ça va pas être très compliqué d'aller recruter un commercial. Pour gagner du temps et pour s'inspirer un peu, Paul il va faire un petit tour sur les offres d'emploi, et puis il regarde, et puis il en trouve une qui est plus ou moins transposable à son besoin, donc hop, un petit copier-coller, ça permet d'aller vite. Et puis entre-temps, il discute avec son beau-frère, et puis il apprend que son beau-frère est en plein recrutement, donc ça tombe plutôt bien. Il a des CV sous le coude, il a vraiment bien fait d'en parler à son réseau. Et il se dit que même si leurs entreprises ne sont pas tout à fait sur les mêmes créneaux et les mêmes clients, un bon commercial, ça sait tout vendre. Donc a priori, ça devrait être intéressant. Donc super, coup de chance, il reprend 4-5 CV de la pile de son beau-frère, et puis dedans, il tombe sur un jeune diplômé d'une grande école de commerce. Il se dit vraiment super, celui-là, il me le faut. Une grande école, c'est toujours un gage de compétence, et puis en plus, comme c'est un débutant, ça sera bénéficier de la compétence à moindre frais. Donc il se dit qu'il va le voir rapidement. Son beau-frère lui dit que peut-être il devrait aussi rencontrer un des candidats confirmés de la pile. Bon. Voilà, Paul n'est pas super emballé. Il se dit qu'un expérimenté, il est encore un peu peut-être trop cher, pas assez malléable, et que ça va être compliqué de travailler avec lui dans une équipe qui est plutôt jeune. Donc il voit Kevin rapidement, en entretien, et puis il se dit qu'il a bien fait parce que Kevin, il le sent bien. Voilà. Ils ont les mêmes passions, et a priori, ça devrait le faire. Donc en plus, Kevin est disponible, il peut commencer la semaine prochaine. Super. Ça évite de perdre du temps, vu que l'agenda est déjà bien tendu. Donc c'est d'autant mieux que Kevin va pouvoir le remplacer, puisque bientôt Paul part en salon, il a des salons commerciaux à faire, et puis après il part en vacances, parce que quand même l'été arrive et qu'il les a bien mérités. Donc au moins il y aura quelqu'un pour assurer la permanence au bureau, et puis Kevin travaillera avec Julie, qui est l'assistante polyvalente, qui connaît super bien tous les dossiers, puisqu'elle est en support administratif sur l'ensemble des sujets, qu'elle pourra facilement lui expliquer tout ce qu'il y a à faire, et qu'en plus c'est l'été, que c'est plus calme, et ça lui laissera le temps d'apprendre. Donc Paul part en vacances, il est content, c'est tranquille, et puis 2 jours après, Julie l'appelle, voilà, Kevin n'est pas là depuis 2 jours, et puis du coup Paul regarde ses mails, et effectivement Kevin est parti. Il lui indique qu'il est parti dans une autre entreprise, où l'un de ses collègues de promo a été embauché, il est ravi de son intégration il y a 6 mois. Il est sur un poste qui est bien calibré, où il a été bien pris en main, et tout va bien, donc Kevin dit au revoir à Paul. Voilà. Ça arrive. Donc du coup on va regarder ensemble rapidement comment on peut faire pour que ne vous arrive pas la même mésaventure que Paul et que vous ne perdiez pas plus de temps que vous voulez en gagner. C'est un peu l'enjeu ce matin. Alors, quelques grandes étapes. Je vais aller très vite, je vais faire des zooms par moment et puis je vais faire des sauts de puce sur d'autres. Il y a des impasses puisque du coup il faut choisir ses combats. 6 grandes étapes incontournables dans le recrutement et qui sont interdépendantes et chronologiques. Il vaut mieux le prendre dans l'ordre, c'est comme tout, ça marche mieux. Une première étape de diagnostic, qui vous paraît souvent inutile parce que vous connaissez très bien votre structure, c'est vous qui l'avez créée, c'est votre bébé. Sauf que à un moment donné, c'est bien de lever la tête du guidon et de lever le nez sur ces évidences qui ne sont évidentes que pour vous-même. Voilà.
Donc finalement, le diagnostic, c'est le moment de valider et d'expliciter mon besoin et d'être sûr de l'avoir posé clairement pour que les autres le comprennent. Et que ce soit un vrai besoin qui soit bien qualifié. Deuxième étape, la communication, c'est qu'une fois que je sais ce que je cherche et que j'ai mon cahier des charges, c'est comment je le fais savoir à mes solutions potentielles, c'est-à-dire à mes candidats potentiels. Je sais ce que je cherche, encore faut-il que les autres soient capables de comprendre qu'ils sont une solution potentielle pour moi. Donc on verra tout ce qui est lié à la com. Une partie présélection, si tout va bien, votre offre vous ramène des CV en plus ou moins grande quantité, suivant le marché et la qualité de votre offre. Il s'agit ensuite donc du coup de filtrer les bonnes solutions que vous avez reçues. Un quatrième temps qui est l'évaluation. Donc l'évaluation, c'est ni plus ni moins que l'enquête et l'approfondissement sur les solutions que vous avez reçues. Voilà. Il y a des choses qui sont écrites dans un CV, il y a des choses qu'il faut aller valider. Ce n'est pas ce qui est le plus simple, on y reviendra. Le but, c'est après de pouvoir prendre une décision qui soit la plus sécurisée possible et de valider votre solution optimale à vous, et pas celle du voisin, ni celle qui serait la meilleure dans l'absolu. Donc prise de décision. Et puis le recrutement ne s'arrête pas quand on a décidé. Le recrutement finit à la fin de la période d'intégration. C'est comment je fais prendre la greffe avec le candidat qui est fait pour moi. Puisque ce n'est pas parce qu'il est un très bon candidat et que je suis une très bonne entreprise que automatiquement ça va bien se passer. Voilà. Donc c'est ce qu'on va décliner ensemble rapidement sur les différentes étapes. Alors, première étape sur le diagnostic, qui suis-je? Voilà, ça paraît simple, et puis finalement, quand on essaye de le mettre sur le papier, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, hein, la formalisation est compliquée. Vous avez eu une super idée, c'est devenu un projet, c'est devenu une entreprise. Ça amène un certain nombre de choses qui sont clés, hein, qui sont votre identité, vos signes distinctifs et vos valeurs à vous. Votre entreprise n'est pas la même que celle de votre voisin de palier du bivouac et n'est pas la même que votre concurrent. Donc, qu'est-ce qui fait que votre entreprise, elle est unique? Et si vous deviez en faire le portrait robot, c'est quoi l'importance? Hein? Voilà. Donc ça, c'est intéressant de vous poser la question puisque ça va définir votre paysage. Hein, le poster dans lequel va jouer votre futur candidat et votre futur collaborateur. Donc ça, c'est un portrait robot qui est important. C'est un premier travail qui est indispensable et qu'il faut faire le plus clairement possible. Et qu'il faut formaliser, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir dans votre tête, il faut pouvoir le formaliser pour le poser sur le papier, pour le rendre compréhensible aux autres, et puis pour pouvoir échanger avec notamment les candidats, mais peut-être aussi avec déjà vos autres collaborateurs, pour être sûr qu'il y a une vision commune qui est partagée. Donc, qui suis-je et où je vais? Hein, c'est quoi ma trajectoire? Là, j'ai défini, j'ai décrit mon paysage et mon poster. Maintenant, je me dis où je vais, c'est quoi le sens de l'histoire chez moi? J'en suis où? Mon entreprise, elle en est où? Hein, on en est vraiment au démarrage, on est déjà un peu plus avancé, quels sont nos marchés, lesquels on a envie d'ouvrir, hein, donc toute cette dimension-là. Est-ce que je suis sur un niveau local, régional, national, international? Voilà, où j'en suis aujourd'hui exactement. Et puis demain, où je veux aller? Hein, comment je veux me développer? Et qu'est-ce qui me manque? De quoi je suis riche aujourd'hui? Hein, qu'est-ce que j'ai en stock comme compétences et comme savoir-faire dans ma structure et mon équipe aujourd'hui? Et par contre, qu'est-ce qu'il me manque pour continuer à avancer? Donc vous allez pouvoir vous attribuer la même petite grille stratégique que vous connaissez peut-être déjà, hein, dans votre stratégie commerciale ou stratégie de développement. C'est qu'est-ce que j'ai en interne qui fait ma force, hein, qu'est-ce qui fait aussi ma spécificité, sur quoi je m'appuie, qu'est-ce qui me manque ou quels sont les points à compléter. Et puis côté extérieur, hein, quelles sont les opportunités sur lesquelles je peux aller surfer, et à l'inverse, quelles sont les menaces auxquelles je vais devoir me confronter ou quels sont les risques que je ne maîtrise pas. Donc ça va vous permettre d'affiner effectivement où je vais, mon sens de l'histoire, hein, la dynamique. Et finalement, votre réel besoin de recrutement, ou pas, va découler de ce projet et du sens de l'histoire chez vous. Peut-être que ce n'est pas un recrutement en CDI qu'il vous faut, c'est peut-être qu'un CDD sur un projet court. Peut-être que ce n'est pas un temps plein et c'est qu'un temps partiel. C'est peut-être une compétence à temps partagé, c'est peut-être un cabinet prestataire sur un temps court, un freelance, hein, c'est peut-être pas un recrutement en tant que tel. Et puis peut-être qu'il y a déjà des bouts de compétences chez vous que vous pouvez réagencer pour chercher autre chose parce qu'il y a déjà des choses qui vous sont utiles en interne et que vous avez dans vos propres équipes. Donc ça va permettre vraiment de tracer la forme de votre futur recrutement et de se dire je recrute ou pas et c'est le moment ou pas. Une question importante pour vous et qui concerne surtout les startups, est-ce que je suis prêt à recruter? Aujourd'hui, je fais tout, c'est mon bébé, hein, je fais tout, je suis partout. Est-ce que je suis vraiment prêt à partager, à déléguer, à faire confiance? Et comment je vais clarifier ce que je fais aujourd'hui, ce que je continuerai à faire et ce que je ne ferai plus? Donc là, il y a un point important, hein, vous voyez, un petit système de patates, hein, rien de très compliqué.
Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de poser clairement qu'est-ce que je garde et qu'est-ce qui est mon périmètre gardé, unique, et qu'est-ce que je vais éventuellement partager. Et le partage, c'est pas que de la délégation parce que j'ai pas le temps ou parce qu'à un moment donné, j'ai pas le choix. Et qu'est-ce que je vais lâcher, mais que je vais lâcher progressivement parce qu'il faut que j'accompagne mon futur collaborateur dans une montée en compétences. Et puis qu'est-ce que je délègue réellement? Qu'est-ce que je ne fais plus? Donc ça, c'est important pour clarifier. Et on sait que c'est un des facteurs d'échec du recrutement parce que parfois on se dit on va garder les choses floues pour se laisser le temps de voir venir et que ça évolue. Les choses se caleront toutes seules. Et ben non, en fait, les choses se calent jamais toutes seules. Et voilà, le flou est source de se marcher sur les pieds, d'inconfort, et personne ne s'y retrouve. Ni vous, dans votre rôle à venir, ni celui qui arrive. Et on sait qu'effectivement, en général, on part aux flèches. Donc ça, c'est vraiment source de tension et d'inefficacité. De quoi j'ai besoin? J'ai défini que j'avais besoin, j'ai défini que j'étais prêt à avoir quelqu'un. Maintenant, de quoi j'ai besoin? Quel est le poste que je recrute? Si on reprend l'exemple de Paul, on recrute un commercial. Donc, encore faut-il se dire quel est l'enjeu, quelle est la finalité exacte du poste? À quoi ça sert? À un moment donné, posez-vous la question clairement. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui dans mon entreprise? Ou qu'est-ce qui ne peut pas se faire correctement parce que ce poste-là n'est pas tenu ou parce que je n'ai pas la compétence qu'il faut dans l'équipe? Et là, on va revenir sur des choses très basiques, mais au moins la finalité réelle. Et qu'est-ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui? Ça sera les grandes missions, les grandes activités clés de ce poste? Donc là, c'est assez simple. On ne couvre pas les 100% du poste, avec toutes les petites tâches associées et les petites broutilles. On va vraiment être sur les 80% du poste, la tête, les bras, les jambes du poste. Les grandes lignes. Notamment, si je recrute mon poste de commercial, il va me servir à quoi? Grandes activités, qu'est-ce qu'il va faire? Identifier mes cibles potentielles où je veux aller placer mon offre, définir les moyens de prospection, prospecter ces nouveaux clients, développer les relations avec les clients que j'ai déjà et m'assurer la satisfaction peut-être de mes clients anciens et nouveaux sur ce que je leur vends pour que le business continue à avancer. Donc on va être sur des choses clés. Et puis on va être très concret en se demandant finalement quels objectifs à atteindre. Donc les objectifs à atteindre, c'est simple, vous vous projetez. Vous dites aujourd'hui le collaborateur que j'embauche, dans 1 an je fais son entretien annuel d'évaluation, sur quoi je l'évalue? Comment je détecterai qu'il a réussi dans ses missions? Parce que du coup, là, on va se centrer vraiment sur ce que j'attends de lui, d'un point de vue très opérationnel, chiffres à l'appui, réalisation à l'appui. Ce qui permettra d'être très factuel et de pouvoir vraiment valider de quoi j'ai besoin et avec quels moyens. C'est-à-dire quels moyens je suis prêt à mettre en mouvement, quels moyens je suis prêt à donner à mon nouveau collaborateur pour qu'il atteigne ses objectifs. Ce n'est pas la même chose d'atteindre ses objectifs avec une Dodoche ou une Porsche. Donc, à vous aussi de définir quels moyens vous mettez à disposition pour porter votre stratégie dans le cadre de ce recrutement. Alors, toujours dans quoi j'ai besoin, on va aller maintenant dans les ingrédients clés. Qu'est-ce que je vais chercher comme ingrédient de compétence chez mon futur collaborateur? En gros, si je fais simple, si je fais des crêpes, il me faut des œufs, de la farine et du lait. Si j'ai de la chantilly et du Nutella, c'est mieux. Mais peut-être que la chantilly et le Nutella, ce n'est pas non plus incontournable. Par contre, si j'ai que de la chantilly et pas d'œufs, je ne fais pas de crêpes. Donc la question de se dire, c'est ce commercial, pour faire ses crêpes à lui, de quels ingrédients incontournables il a besoin et qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher comme ingrédient que je n'ai pas déjà dans mon frigo aujourd'hui ou pas en quantité suffisante pour faire ce que j'ai à faire. Donc on va avoir besoin d'un certain nombre d'ingrédients, du savoir. Le savoir, globalement, c'est tout ce qui s'apprend de façon un peu théorique, via la formation, initiale ou continue. On va avoir besoin de savoir-faire. Le savoir-faire, c'est du savoir que j'ai mis en mouvement, que j'ai mis en application et qui s'acquiert via de l'expérience. Donc, où est-ce que le candidat va avoir pu fabriquer les ingrédients qu'il va lui falloir? Sur quel type de mission, dans quel type d'entreprise avant, sur quel type d'expérience? Et puis, on a du savoir-être, qui est tout sauf subjectif. Le savoir-être, c'est du comportement professionnel, c'est des réflexes professionnels en situation. Donc, finalement, qu'est-ce que je cherche comme réflexe pro de la part de ce nouveau collaborateur? Peut-être que c'est de l'écoute active pour questionner efficacement un client, pour connaître ses réels besoins et l'amener à définir mieux son besoin pour qu'il me passe commande, notamment, par exemple. Donc voilà, de quels ingrédients j'ai besoin absolument aujourd'hui, et puis peut-être de quels ingrédients je vais avoir besoin demain, puisqu'aujourd'hui je fais des crêpes, mais peut-être demain je fais de la quiche. Donc tant qu'à faire, j'ai peut-être des ingrédients de base qui vont devoir évoluer dans le temps, parce qu'une entreprise elle évolue tout le temps, au fil de l'eau, et que le collaborateur que vous embauchez aujourd'hui,
il y a fort à parier que demain, il va devoir se mettre en mouvement. Votre structure est en pleine croissance, en plein développement. Demain, il fera probablement des choses qu'il ne fait pas aujourd'hui. Il va devoir faire preuve d'initiative, peut-être encadrer des équipes demain, peut-être changer de mission. Et comment je fais en sorte que quand mon train d'entreprise s'en va, je ne laisse pas mon nouveau collaborateur sur le quai de la gare parce qu'il n'a pas ce qu'il faut en stock pour continuer à grandir. Voilà. Donc ça fait partie des points importants. Si besoin de vous faire aider, un certain nombre de services que vous retrouverez sur cette slide, et puis on peut en reparler à l'issue de notre échange, mais voilà, il y a des services et il y a des appuis que vous pouvez trouver aussi auprès de l'APEC. Troisième point, troisième étape, troisième point clé, comment je me rends attractif, comment je travaille ma vitrine. Si j'ai envie que des candidats rentrent dans ma boutique, il faut que je soigne la vitrine. Or, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le marché du recrutement va très bien, et que finalement, vos candidats cibles, ceux que vous cherchez, vous n'êtes pas les seuls à les chercher. Ils sont très demandés. Donc, ils ont très souvent le choix entre plusieurs entreprises, et ils sont souvent en poste. Et quand je suis en poste, il faut que j'ai un intérêt à aller ailleurs. Je ne vais pas faire du copier-coller, je ne vais pas prendre le risque de sortir d'un environnement que je connais bien et que je maîtrise, si ce n'est pas pour gagner quelque chose au bout du bout. Donc, comment vous rendre attractif ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le marché est plus que tendu, et notamment sur quelques compétences clés. On est vraiment sur de la pénurie de compétences. Donc, pour se rendre attractif, il va falloir que je me décentre un tout petit peu, que je laisse de côté mes évidences, à moi, voilà, et que je prenne un peu de recul sur ce qui me paraît évident, pour les rendre compréhensibles et visibles par les candidats. Donc, comment je donne envie, même si j'estime que ma structure est la meilleure du monde. Ça, il va falloir le faire passer. Donc, je me décentre et je me mets à la place d'un candidat. Qu'est-ce que je lui vends? Qu'est-ce que je lui promets? Qu'est-ce qu'il peut trouver chez moi? Je réfléchis du coup aux valeurs et à l'esprit qui font aussi mon identité et mon portrait robot de démarrage. Et puis j'essaye d'être le plus transparent possible, parce que c'est un gage aussi de confiance et ce que s'attendent beaucoup les candidats. Hein. La transparence est importante dans la relation de confiance, et on a vraiment une forte montée en puissance de cette notion de transparence aujourd'hui dans les attentes candidats. Et puis je suis le plus concret possible. Pourquoi? Parce que plus je suis concret, plus le candidat peut se projeter dans le quotidien que je vais lui proposer demain, dans ma structure, et plus il peut se dire je sais faire, je saurais faire, et j'ai envie de le faire, et j'ai envie de le faire dans ces conditions-là. Hein, donc le but du jeu, c'est que ça lui parle et qu'il puisse se projeter pour pouvoir adhérer. Tant qu'il ne se projette pas, il ne peut pas adhérer, il ne peut pas vraiment être motivé par votre poste, et il ne peut pas savoir s'il a envie de travailler pour vous et s'il saura être efficace dans ce que vous lui demandez de faire. Donc voilà, un petit schéma synthétique des questions que vous pouvez vous poser, hein, finalement en étant centré sur l'expérience candidat. Qu'est-ce que va vivre mon candidat à un moment où il va lire mon offre et dans tout mon process de recrutement, hein, qu'est-ce qu'il va vivre? Et j'essaye de me projeter. Quels sont les atouts de mon entreprise et de mon territoire, hein, puisqu'une entreprise est aussi sur un territoire et cette dimension territoriale compte. Au contraire, qu'est-ce qui peut être bloquant dans mon entreprise, qu'est-ce qui peut être un frein? Et puis sur le poste que je propose, c'est quoi les atouts et c'est quoi aussi les freins ou les contraintes? De façon à avoir une vision très claire des choses et de ne pas non plus survendre quelque chose qui ne sera pas vrai. Donc là aussi, si besoin, un certain nombre d'appuis côté APEC. Et vous pourrez les retrouver pour travailler sur votre offre, notamment. Si on va sur la deuxième étape de finalement comment je rends visible mon besoin, hein, sur cette quatrième étape, je rends visible mon besoin. Je sais ce que je cherche, c'est bien. Savoir le communiquer, c'est mieux. Donc finalement, quel support de communication vous allez utiliser? Hein, on sait aujourd'hui qu'un recruteur en moyenne utilise 4 canaux de recrutement et pas un seul. Voilà, on est sur de la multidiffusion pour toucher l'ensemble de mes cibles. On sait que l'offre d'emploi reste l'outil le plus utilisé, mais aussi le plus rentable. Hein, aujourd'hui, quasiment 9 recruteurs sur 10 utilisent l'offre d'emploi. Et quand elle est utilisée, c'est dans 6 cas sur 10, elle qui vous amène le bon candidat. Hein, donc l'offre d'emploi, même avec tous les outils aujourd'hui qui existent, reste très rentable. Pareil sur votre réseau de recruteurs, votre réseau direct, personnel et professionnel. La cooptation, hein, de missionner aussi votre environnement pro et perso pour détecter des cibles de solutions est quand même très intéressante aussi. Un point important aussi, quand je suis dans l'ouverture aux solutions, je dois m'ouvrir à toutes les bonnes solutions. Le but du jeu n'est pas d'avoir qu'une solution plan A, parce que si le plan A n'aboutit pas, vous risquez d'attendre longtemps. Parfois, j'ai des entreprises qui cherchent depuis 2 ans un collaborateur, parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent exactement. Peut-être que s'ils avaient renégocié un petit peu les choses, ça ferait 18 mois qu'ils auraient un collaborateur en place, alors qu'il n'était qu'une solution plan B, mais qu'ils ont fait grandir et qui aujourd'hui remplit son rôle, plutôt que d'avoir un trou dans la raquette pendant 2 ans.
Donc déjà, pour se donner toutes les chances d'aboutir, je m'attache uniquement aux compétences et rien qu'aux compétences, pas de critères discriminants. Voilà, hein, on est sur des critères de compétences objectifs. L'âge, le nombre d'enfants, l'éloignement géographique, il y a un certain nombre de sujets qui peut-être sont à renégocier. Je prends conscience de mes propres biais, nous avons tous des biais. Alors un biais cognitif, c'est quoi? C'est juste un raccourci mental qui me fait analyser une situation parfois un peu vite. Alors des fois, ça me sauve la vie parce que je vais vite, et puis des fois, ça me fait planter. Et un des biais assez connus, c'est le fameux biais de projection. Je vais recruter ceux qui me ressemblent. On partage les mêmes idées, les mêmes valeurs, a priori la même façon de voir les choses, donc forcément on est fait pour travailler ensemble. Posez-vous la question, est-ce qu'il me faut quelqu'un qui me ressemble ou est-ce qu'il faut quelqu'un qui soit complémentaire à ce que j'ai déjà dans mon équipe? Ça vous évitera peut-être d'avoir une armée de clones dans votre structure. Et puis on peut avoir des biais de stéréotypes, je pense à polyvalent tout à l'heure. Paul, il se dit, une grande école, c'est forcément gage de compétences. Ou pas. Donc attention aux biais. Et puis pour aboutir, j'élargis ma recherche à tous mes critères de profil et je revérifie mes ingrédients. Est-ce que je suis sûre que la chantilly, c'est au même niveau que les œufs pour faire des crêpes, par exemple? Ce qui me permettra d'éviter de chercher un mouton à 5 pattes, mais d'en trouver un qui en a 4 et qui sait déjà marcher. C'est déjà pas mal. Et puis, ou de chercher le super-héros, parce qu'a priori, moi, j'en ai pas encore croisé à Clermont et encore moins sur les bases de CV. Donc voilà, un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider aussi, les bases de CV ou nos conseils sur la lecture du marché, pour être sûr que ce que vous recherchez existe et que les moyens que vous mettez à disposition correspondent pour acheter ces besoins-là, ces ressources-là. Une bonne façon de présélectionner ces dossiers de candidature, c'est une petite grille de présélection. Alors c'est un peu mathématique, mais au moins c'est objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lis que ce qu'il y a dans le CV et je relis le CV à la lecture, avec la grille de lecture de mon cahier des charges du démarrage. Je reprends mes ingrédients de démarrage dans mon cahier des charges sur mon analyse de besoins et je le croise avec le CV. Et qu'est-ce que je lis dans le CV? Là, je n'essaye pas de lire entre les lignes, j'essaye pas de faire projection, j'essaye pas d'en déduire des choses, je note objectivement qu'est-ce qui est important dans les critères prioritaires, les œufs, la farine, le lait, qu'est-ce qui se trouve dans le CV dans les critères secondaires, la farine et le Nutella, la chantilly et le Nutella. Et après, je me dis, je le rencontre ou je le rencontre pas, ce candidat? Et si je le rencontre, quelles questions je lui pose? Puisque le but, c'est aussi d'optimiser votre temps, sans prendre de risques, et de sécuriser la décision. Donc, premier contact avec le candidat, c'est un CV et une lettre. C'est un peu juste. Mais en tout cas, c'est au moins la première fois que vous voyez quelles sont les offres de candidats en réponse à votre besoin. Donc le but, c'est d'aller voir en quoi ces offres de solutions répondent bien à votre besoin. D'où l'intérêt de compléter effectivement par une présélection téléphonique, avant même de les voir en entretien. Ça vous évitera de perdre de temps sur des entretiens avec des candidats qui finalement ne sont pas dans les clous. Donc le but là, c'est de valider rapidement tout ce qui n'est pas écrit dans le CV et qui est important pour votre prise de décision, rapidement, ou tout ce qui est un peu flou et sur lesquels vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Et puis à l'issue de ce rendez-vous téléphonique très court, c'est je fais le point, quelles infos me manquent, quelles infos sont là, lesquelles j'ai envie de creuser, et quelles grandes questions je vais poser à l'entretien, parce qu'un entretien efficace, c'est un entretien préparé. Ça ne s'improvise pas. Et c'est pas que du feeling. Voilà. Il y en a un peu, certes, mais on a plutôt intérêt à ne pas trop se laisser emballer uniquement sur des choses objectives, et que pour comparer plusieurs solutions les unes avec les autres, il faut leur avoir posé à peu près les mêmes questions ou avoir validé les mêmes informations. Sinon, on est sur quelque chose qui n'est pas équitable, et je ne peux pas comparer des solutions que je n'ai pas enquêtées de la même façon. Sinon, je n'aurai pas les mêmes zooms sur les mêmes infos et je ne peux pas les mettre en parallèle. Ensuite, sur justement l'entretien, qui est un temps important, quelques grandes règles. J'accueille mon candidat, ça paraît assez naturel, mais voilà, parfois dans le feu de l'action, on n'y pense plus. Et je l'accueille positivement pour le mettre en confiance. Si je veux créer les conditions de l'échange et les bonnes conditions de l'échange, il faut que je puisse créer un climat de confiance qui lui donne envie de me parler, puisque du coup, la situation est quand même assez anxiogène pour lui, et qu'il va falloir que je fasse baisser un peu la pression, et que je l'amène aussi à sortir de son discours construit, parce que les candidats sont très très bien entraînés aujourd'hui aussi, pour la plupart, notamment s'ils sont passés avec mes collègues côté APEC sur construire leur argumentaire. Le but, c'est aussi qu'ils se lâchent un peu au-delà de l'argumentaire pour savoir qui ils sont réellement. Deuxième conseil, plutôt que de parler de vous et de parler que d'ingrédients techniques, essayez d'abord, avant de voir quel est le collaborateur qui se cache derrière le candidat, essayez de voir qui est la personne qui est derrière le candidat. Des compétences, ça se travaille. Ce que l'on est,
en termes de personnalité, en termes de réflexe, et en termes de savoir-être et de moteur, ça ne se change pas. Les gens viennent avec, et ils restent avec. Vous ne pourrez pas faire changer quelqu'un dans sa façon d'être ou dans ses définitions intrinsèques. Donc mieux vaut savoir qui est la personne qui se cache derrière le candidat, avant de savoir quel collaborateur potentiel ça peut être. Et notamment pour ça, je vous encourage à aller très vite identifier les motivations, c'est-à-dire les moteurs de l'individu. À quoi il marche ? Sur quel bouton, entre guillemets, je vais pouvoir appuyer pour le faire avancer quand je vais avoir besoin qu'il produise quelque chose pour moi. Donc à quel moteur il marche ? Quel carburant ? Un individu, il est comme une voiture qui sort d'usine, il est équipé d'un moteur, c'est de série, sauf qu'un moteur qui n'est pas alimenté ou pas avec le bon carburant, c'est un moteur qui s'éteint. Donc un collaborateur qui produit tout seul, parce qu'il adhère, parce qu'il sait pourquoi il fait les choses, c'est assez confortable. Comme une voiture qui roule toute seule, et puis une voiture qui tombe en panne, je la pousse. Un collaborateur qui tombe en panne, c'est un boulet que je tire au quotidien. Donc du coup, il vaut mieux savoir à quoi il marche, quel carburant, et surtout, est-ce que mon entreprise va pouvoir lui produire ce carburant-là ? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Ce n'est pas lui qui est mauvais ou votre entreprise qui ne va pas bien, c'est que vous n'êtes pas compatibles. Voilà. Donc il vaut mieux le savoir, et puis aussi quels sont ses freins. Parce que parfois, votre entreprise va produire tout le carburant nécessaire, mais va aussi produire des freins qui vont faire que j'ai beau accélérer, si je freine en même temps, il ne se passe rien non plus. Donc ça, c'est important d'aller le détecter. Il n'y a que l'entretien un peu creusé qui va permettre d'y aller. Une fois que je me dis qu'on va pouvoir travailler ensemble, parce que les carburants sont compatibles, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il a comme compétence technique cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a comme ingrédient dans son frigo, par rapport aux ingrédients de base qu'il me fallait tout à l'heure. Et là, il va falloir y aller avec précision, parce que finalement, si vous restez sur un premier niveau de discours, vous risquez de rester sur des choses un peu floues, et de ne pas valider trop de détails. C'est là qu'on se plante, parce que finalement, le diable se cache dans les détails, très souvent. Donc on va aller enquêter de façon assez précise sur les compétences. Je vous donnerai un petit outil tout à l'heure, là, juste après. Et puis, je vais aller détecter le potentiel. Le potentiel, c'est quoi ? C'est juste du savoir devenir. Alors, on va être assez basique ce matin. On va se dire que le potentiel, c'est la capacité à apprendre de nouvelles choses ou à les faire différemment. Et c'est la volonté d'apprendre à faire de nouvelles choses ou à les faire différemment que ce que je fais aujourd'hui. Capacité et volonté. Et là aussi, parce qu'on l'a dit, votre collaborateur, il va être amené à grandir en même temps que votre structure. Déjà, il va falloir qu'il se prenne un peu en charge parce que tout est en train de se structurer chez vous. Et que ça l'amène aussi lui-même à définir des choses par lui-même. Et puis après, il va aussi probablement prendre de nouvelles missions, voire encadrer d'autres personnes. Et puis, je lui donne un peu d'infos utiles à mon candidat parce qu'il faut qu'il puisse se projeter. Il faut qu'il puisse se voir en termes d'avenir à moyen et long terme chez vous. Et qu'il va falloir l'accrocher parce qu'il se peut que votre candidat, il ait aussi d'autres entretiens avec d'autres entreprises. Donc à un moment donné, c'est comment je crée du lien très vite et comment je l'accroche pour que mon temps de décision ne soit pas synonyme de perte en ligne, quoi. Donc il faut qu'il ait envie de partager quelque chose avec vous, encore faut-il que vous donniez à voir un certain nombre de choses. Donc voilà, évaluer, c'est bien questionner, et c'est savoir justement récupérer un maximum d'informations utiles. Et utiles à quoi ? À la prise de décision. Donc ça veut dire que je vais construire mes questions d'entretien au regard de mon diagnostic de base et au regard de mon cahier des charges. Voilà un petit peu le ratio en termes de temps de parole. Votre entreprise, vous la connaissez très bien. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez lui vendre de A à Z toute votre structure et toute son histoire. Le but du jeu, c'est de le connaître, lui, vous connaissez bien, donc sortez de votre propre nombril et essayez de connaître le sien. Et ensuite, vous pourrez lui donner un peu plus d'infos, mais à un moment donné, il faut qu'il puisse aussi s'exprimer. Et de façon la moins polluée possible par vos prises de parole. Plus vous lui donnez d'infos, plus il se cadre dans votre propre cadre. Effet de désirabilité, il va vous répondre ce que vous avez envie d'entendre en fonction de ce que vous venez de lui dire. Voilà. Donc faites attention à ne pas trop parasiter son champ d'expression. Le petit outil pour rationaliser et sécuriser votre choix, notamment sur les compétences techniques, vous avez le score, notamment, un petit truc mnémotechnique. Donc donner un score aux compétences du candidat, c'est quoi ? C'est choisir sur les œufs, la farine, le lait, d'aller carotter très loin en profondeur. C'est comme si je suis sur la banquise et je vais faire un carottage pour remonter jusqu'à la préhistoire. Donc je ne peux pas sonder toute la banquise, sinon il me faut 3 jours. En entretien, ça peut être un peu long. Donc je vais choisir mes combats, je vais aller sur 3-4 ingrédients clés. Et par contre, là, je vais carotter en profondeur. Donc le S, pour les situations qu'il a vécues concrètement, ce candidat. Qu'est-ce qu'il a eu à gérer comme mission ? Qu'est-ce qu'il a eu comme situation à gérer ? Voilà, donc vraiment très précisément, il faut du factuel et on va aller vraiment sur des choses très concrètes.
Qu'est-ce qu'il a fait dans cette situation? Comment il l'a gérée? Quelle action il a menée? Quel savoir et quel savoir-faire il a mis en mouvement? Quel savoir-être il a déployé? Quels outils il a éventuellement utilisés ou qu'il a créés? Des outils informatiques, des outils d'organisation, de la gestion de projet, des outils liés au management, voilà, un budget, enfin, peu importe. Quels outils il a utilisés ou mis en place, hein, des tableaux de bord, enfin, un certain nombre de choses. Quels résultats il a obtenus? Quanti ou quali? Il a réussi, il n'a pas réussi? Pourquoi il a réussi? Pourquoi il n'a pas réussi? Et qu'est-ce qu'il estime être une réussite ou pas? D'ailleurs, c'est intéressant. Quel est son rôle dans la réussite ou pas? Aussi, c'est intéressant. Et puis le E pour évaluation. Qu'est-ce qu'il en retire, ce candidat? Comment il apprend de ses expériences? Comment il tire de la compétence de ses expériences? Comment il est capable de se remettre en question? Comment il est capable d'évoluer? Et de quoi il est plus fort aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre à votre disposition? Parce qu'il a engrangé un ingrédient supplémentaire dans son frigo et qui aujourd'hui va pouvoir vous en faire bénéficier par rapport à la recette que vous lui demandez. Donc, ce qui est intéressant sur cette méthode, c'est que déjà, c'est une bonne arme contre les mythos compulsifs. Parce que quand je n'ai pas fait, au bout d'un moment, je ne peux pas inventer des faits. D'où l'intérêt de demander du factuel, des exemples, du concret, des chiffres. Au bout d'un moment, je ne peux plus inventer. Et puis que ça va vous permettre, du coup, d'aller au-delà du discours construit du candidat. Et puis ça va surtout vous permettre de voir, finalement, comment les compétences et les ingrédients que j'ai détectés dans le CV sont réellement transférables et transposables à ma situation d'entreprise ou pas. Parce que parfois, sur le papier, ça a l'air très similaire. Quand on creuse, ça ne l'est pas du tout. Et inversement, ça peut paraître un peu éloigné. Et finalement, on se rend compte que les réflexes à avoir, le type de situation gérée, le type de client connu, voilà, ce qui peut lui arriver en cours de route, est finalement assez bien connu et maîtrisé et que ça va être tout à fait réinjectable et transposable. Donc voilà, attention, le diable se cache dans les détails. Et parfois, le détail, c'est pas du tout un détail. Et en période d'essai, vous en rendez vite compte. Tout ça pour pouvoir décider objectivement de mon candidat. Quel candidat je choisis finalement parmi ma shortlist. Donc je vais creuser et je vais croiser 3 grands points. On l'a dit, les compétences techniques, les ingrédients de base, les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs tout court. Cette dimension de capacité d'adaptation parce qu'il y a une adéquation des moteurs, et puis aussi le potentiel d'évolution. Voilà. Donc, deux petits trucs et astuces. La technique du faisceau d'indices, le risque zéro n'existe pas, on est sur de l'humain. Comment je sécurise et que je minimise le risque? C'est un maximum d'indices concordants. Je vais aller creuser sur un maximum de points et un peu avec tous les regards pour me dire j'ai à peu près validé. Et dès que c'est dissonant, dès qu'il y a quelque chose qui vous paraît incohérent, je continue de creuser, de questionner, jusqu'à ce que, a priori, ça soit à peu près cohérent dans ce que j'entends dans différents moments de l'entretien. Et puis, un dernier conseil, dans le doute, pas de doute. S'il y a un doute, voilà, ne prenez peut-être pas le risque d'aller plus loin. Parce que très souvent, on se rend compte que le doute, il était justifié. Alors, une fois que j'ai décidé de mon candidat, je réponds à tous les autres candidats. Alors des fois j'en ai 5, ça va vite, des fois j'en ai 100. Peut-être qu'il fallait que je cible mieux mon offre, mais en tout cas je réponds. Parce que des candidats, ils se parlent entre eux, ils parlent aux autres candidats potentiels, et qu'un candidat aussi d'aujourd'hui, c'est peut-être un client, un fournisseur ou un collaborateur, ou ça aurait pu être un collaborateur demain, et qui ne le sera pas, et peut-être que toute sa bande de copains non plus. Donc pensez à votre réputation, c'est important, on est sur un petit marché en plus, surtout ici, quand vous sourcez en local, les gens se connaissent plutôt bien. Et puis pour finir, l'intégration. L'intégration, c'est quoi? C'est faire en sorte que la greffe prenne et se donner toutes les chances de réussir. Donc il y a 3 grands temps à différencier et à soigner. Il y a le jour J RH, c'est l'accueil. C'est les premiers moments, c'est la première impression, c'est la première opinion que se crée votre futur collaborateur de votre entreprise. Or, on sait qu'à peu près un nouveau candidat sur 2 se pose la question de rester ou pas le premier jour, voire la première semaine, tellement il est bien accueilli. Alors il est bien accueilli en termes de matériel, on va lui demander de faire de la prospection, mais il a 3 semaines pour avoir un téléphone ou une ligne connectée. Il n'est pas attendu, personne ne l'attend, il n'a pas de bureau. Bon voilà, ça fait partie de l'intégration purement matérielle, mais c'est important. Intégration aussi et accueil d'un point de vue métier. Au bout de 15 jours, il ne sait toujours pas quelles sont réellement ses missions, concrètement. Et puis il vadrouille de bureau à un autre, et puis voilà, il erre un peu dans les couloirs, il ne sait pas trop quoi faire. Et puis intégration sociale, comment vous lui donnez rapidement les codes à partager pour être capable d'interagir avec vous en interne, mais aussi avec tous vos interlocuteurs externes. Deuxième période, c'est la période d'essai. Donc là, on est sur une période purement, un temps donné purement juridique. C'est le temps pendant lequel vous, comme lui, peut décider
de mettre fin ou de continuer la collaboration. Et là, on est encadré sur du juridique, ça va dépendre de la durée du contrat et de votre statut. La période d'essai est le moment où vous avez intérêt à tester un maximum de choses pour prendre les bonnes décisions. Et de ne pas attendre, ah mince, c'est demain la fin de la période d'essai, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben je sais pas, on n'a pas trop testé. Ben on reprogramme une période d'essai. Bah oui, soyons fous, puis à la fin de la deuxième période d'essai, on se dit, bah qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas top, mais c'est mieux que rien. Finalement, 50% c'est mieux que zéro, donc on continue, et puis c'est comme ça qu'effectivement, voilà, les choses s'enlisent un petit peu. Et puis on a une période qui s'appelle l'intégration, qui est une période assez longue et très variable. Et l'intégration, c'est tout simplement le temps que va mettre le collaborateur à être complètement autonome dans sa mission. C'est le moment où il sera complètement opérationnel. Et ça doit être accompagné par vous, mais peut-être aussi par le reste de l'équipe quand il y en a une, voire peut-être par des intervenants externes qui travaillent avec vous. Donc l'intégration est importante. Et on sait qu'à peu près 2/3 des entreprises n'ont pas de process d'intégration digne de ce nom. Mais que ça fait partie aussi des étapes où il y a le plus d'échecs de recrutement. Pour faire simple, les échecs de recrutement, ils viennent de la première étape, l'analyse de besoins. C'est tellement évident et ça sert tellement à rien que je ne le fais pas. Donc en gros, je n'ai pas de cahier des charges, mais je me lance comme ça. Et puis la dernière étape où de toute façon, j'ai recruté le meilleur candidat de la pile, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et puis on va bien voir si c'est un bon candidat. Si c'est un bon candidat, il devrait pouvoir se débrouiller. C'est pas sorcier, moi je me suis bien débrouillée. J'ai monté l'entreprise. Sauf que ça ne marche pas forcément comme ça. Et que du coup, pendant cette période d'intégration, vous avez 2 enjeux clés. Le premier, c'est de mettre rapidement le candidat en situation de vous démontrer les points forts de sa candidature et est-ce qu'ils se révèlent réellement vrais en réalité, est-ce qu'ils sont réellement transposables. Ça vous permet de vérifier et de sécuriser votre choix. Et puis à l'inverse, sur tous ces points de doute ou les points de progrès, de le mettre aussi rapidement sur des situations où il va devoir négocier avec ces points de progrès et de voir comment vous ou les autres vont l'accompagner et est-ce que cet accompagnement est suffisant et que ça va permettre de rattraper le niveau et de le rendre réellement opérationnel. Donc on a un petit livret d'intégration, on peut aussi vous donner quelques conseils et pareil sur l'entretien, puisque l'entretien de recrutement, on a aussi des ateliers pratiques qui sont ouverts dans le cadre de la cotisation et dans lequel on peut aller plus loin. Et puis normalement, une fois qu'on est passé par ces 6 grandes étapes découpées en 6 points clés, on devra avoir un collaborateur qui est prêt à travailler, qui correspond vraiment à ce que vous cherchez, qui ait une bonne solution et qui surtout ait une bonne solution dans votre puzzle. Voilà, votre puzzle, il existe déjà, il n'y a qu'une pièce manquante au milieu. Il faut que je définisse quelle est la taille de cette pièce manquante pour qu'elle s'ajuste bien et que la sauce prenne et que le puzzle soit finalement entier et que ça avance. Voilà. J'ai à peu près tenu le timing. Merci pour votre participation. Et puis s'il y a des points sur lesquels on peut aller plus loin, il n'y a aucun souci, je suis à votre écoute. Le but là, c'était juste d'ouvrir les chakras et de rebalayer ce que vous faites peut-être déjà et de le consolider, puis de vous amener à peut-être vous poser d'autres questions pour continuer à progresser sur vos futurs recrutements et faire les bons choix pour éviter de faire trop d'erreurs. Voilà. Même si on apprend de ces échecs, dans le cadre du recrutement, ça peut être vite déstabilisant sur des petites équipes. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour la présentation. Donc, est-ce que tu as laissé tes coordonnées Ils sont sur le PowerPoint. Ok. Qu'on je retrouvera. mettrai à disposition avec des liens hypertextes vers les services, comme ça c'est simple. Ok. J'ai une question, je clique, j'y arrive. Donc on le retrouvera sur le site du connecteur. Damien nous fait un débrief comme pour chaque flashcamp. Merci pour ça. Merci pour votre présence. Et puis Stéphanie, tu peux également répondre aux questions. Oui, pas de souci. En suivant. Merci et donc bonne journée à tous. À très bientôt. On se pose les questions maintenant ou vous préférez qu'on se voit dans l'espace ouvert, comme vous voulez? Est-ce qu'il y a des questions individuelles? Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent intéresser tout le monde? Comment on peut pallier le fait qu'on soit une start-up et que c'est super compliqué pour un candidat d'avoir envie de se projeter dans une start-up, étant donné qu'on n'a pas la vision de la start-up pour des candidats, pour leur avenir, c'est super difficile. Est-ce qu'on doit le mettre dans une annonce ou pas? Alors de toute façon, vous ne pouvez pas occulter le fait que vous êtes une start-up, parce que même s'il ne le voit pas dans l'offre, il va le voir quand il va arriver chez vous, et que finalement c'est reculer pour mieux sauter. Donc aucun intérêt à vous surcharger de candidatures inutiles, parce qu'elles vont disparaître, elles vont se volatiliser en cours de route. Et puis après, ça revient bien sur cette notion de moteur. Qu'est-ce qu'un candidat cherche? Quel risque il est prêt à prendre pour gagner quoi? Donc vous allez avoir des candidats que ça n'intéresse pas du tout de venir dans une start-up,
parce que c'est risqué, parce que c'est peut-être du court terme, parce qu'il n'y a pas de structure, parce que j'aurai pas d'appui et peut-être pas beaucoup de moyens, ceux-là, on n'en a pas besoin. De toute façon, ils ne répondent pas à votre besoin. Ils ne seront pas capables de fonctionner avec vous. Et à l'inverse, on peut avoir des gens, au contraire, que ça intéresse parce qu'ils n'aiment pas la routine, parce qu'ils aiment bien mettre les choses en place, parce que finalement, même une mission courte, mais super éclatante, ou parce que du coup, je vais capter de la compétence ou du fun, ça m'intéresse. Donc après, les candidats sont grands, j'ai envie de dire, ils font leur propre choix en fonction de ce qui est important pour eux. Donc soyez le plus transparent possible. Ceux à qui ça correspond, tant mieux, même s'ils ne sont pas nombreux. Finalement, le but, c'est pas de recevoir 150 candidatures, c'est de recevoir les 5 bonnes. Et puis ceux à qui ça ne correspond pas, ils passent leur chemin parce qu'on n'en a pas besoin. Après, c'est comment vous pouvez malgré tout mettre des ingrédients de réassurance. Vous êtes une start-up, par contre que peut-être déjà on peut baliser les choses et minimiser le risque. Voilà. Donc le but, c'est aussi de se dire, oui, objectivement, il y a des risques, mais en même temps, on a quand même des points d'appui qui sont intéressants et on les partage avec vous. Et après, chacun est grand et chacun prend le risque qu'il a envie de prendre. Et en même temps, on voit bien... Alors après, ça, c'est aussi un point dont on n'a pas parlé, mais la question des candidats expérimentés. On a aussi aujourd'hui beaucoup de candidats qui ont fait une partie de leur carrière dans des structures, et même parfois des grosses structures, qui ont envie qui ont envie de vivre autre chose, qui ont envie d'apporter autre chose, et qui ont envie de participer à un projet. Alors certes, effectivement, ils quittent du risque, mais ils gagnent plein d'autres choses. Et puis pour vous, on le voit, je vous enverrai 1 ou 2 articles de retour d'expérience de recruteurs start-up, qui disent parfois ça vaut le coup de s'appuyer sur un expérimenté, parce que lui, il va avoir un regard critique, parce qu'il va pouvoir éviter parfois des erreurs de débutants, et parce que justement, il apporte l'expérience que peut-être on n'a pas ou pas encore. Et notamment, je pense à des gens expérimentés qui seraient en recherche d'emploi. C'est pas forcément qu'ils sont has-been, c'est qu'à un moment donné, ils sont sortis d'un environnement peut-être qui ne leur convenait plus, et ils ont peut-être envie de rebondir sur autre chose. Sauf que parfois, c'est difficile de changer de case. Dans un système très franco-français où changer de case est compliqué, ça vaut le coup d'ouvrir un peu la solution. Il y a des gens qui sont tout à fait capables de prendre le risque et de venir dans une start-up. Alors, notamment chez les jeunes, il y a une étude qui est sortie l'an dernier à l'APEC, qui est la perception de l'attractivité de l'emploi dans les TPE vue par les jeunes diplômés. Alors très clairement, je vous la fais courte, choix de cœur, les jeunes diplômés iraient plutôt dans des PME ou TPE, parce que polyvalence, parce que schéma de décision court, parce que je me réalise réellement et que je vois ce que je produis, parce que un vrai projet moteur, collectif, qui donne du sens, donc il y a une notion de sens qui est très forte. Donc ça, super. Choix de raison, je vais plutôt aller sur la grosse structure. Parce que c'est plus facile de la voir, elle communique plus, parce que c'est plus facile de voir des offres d'emploi de grosses structures, parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, et puis parce que d'un point de vue social, c'est quand même plus facile de dire aujourd'hui je suis commercial chez Michelin, que je suis commercial chez Saboost. Je veux dire, Saboost, c'est quoi? Donc vous expliquez, puis on vous dit, limite, avec les études que tu as fait, tu aurais peut-être pu avoir un peu plus d'ambition, quoi. Donc par raison, souvent ils vont dans la grosse structure, mais voilà. On va dire que par cœur, ils choisiraient plutôt la petite structure, donc vous avez plutôt intérêt aussi d'appuyer sur ce qui fait l'intérêt d'une petite structure, sans minimiser les freins, et peut-être en disant comment je peux accompagner les freins. Les freins, c'est souvent petite structure, donc pas d'évolution possible, c'est-à-dire un schéma hiérarchique tellement court que je ne peux pas évoluer. On peut aussi évoluer sans changer de poste dans l'organigramme ou sans que l'organigramme soit énorme. On dit aussi, trop de polyvalence tue la compétence. Je suis tellement polyvalent que je me perds en route, je ne sais plus quel est mon métier de base et mon fil rouge disparaît. Vous pouvez aussi montrer comment, sur ce métier-là, il va pouvoir continuer à grandir sur son cœur de métier, par exemple. Donc voilà, il y a des freins comme ça qui peuvent être vite, en tout cas un petit peu appuyés. Et il y a un livre blanc qui a été créé à l'issue de cette étude, justement, sur des bonnes pratiques de TPE-PME, pour justement capitaliser sur les points forts et minimiser les points faibles. Voilà. Mais on n'attirera pas ceux qui ne veulent pas prendre de risques ou qui veulent travailler que dans une grosse structure avec beaucoup de confort, où les choses sont très cadrées. Et en même temps, ils n'ont pas les schémas pour travailler chez vous. Voilà. D'autres questions ? Qui connaissait les services de l'APEC ? Et qui connaissait les vrais services de l'APEC ? Ceux qui sont payés d'avance et qui a juste à consommer. Ok. Surtout qu'il y a un certain nombre de services qui sont adressés aux moins de 250 salariés. Donc vous avez un tout petit peu de temps pour en profiter. Je vous souhaite d'y arriver très vite à vos 250, mais d'ici là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut prendre en charge avec vous à vos côtés, au-delà juste de vous alimenter en méthodo, on peut même le faire avec vous à côté de vous. Donc voilà, ça vous laisse un peu de marge. D'autres questions ?
Alors, les ateliers pratiques sont disséminés un peu partout dans le calendrier. Voilà, je peux vous mettre dans la mailing list pour que vous receviez l'info sur Clermont. Après, on peut même voir si ça peut intéresser plusieurs d'entre vous à faire des sessions spécifiques ici. Moi, ça ne me pose aucun souci. C'est prépayé, donc que ça soit au bureau ou ici, ça m'est égal. Je le fais au RIAC, je le fais au Puy, je le fais un peu partout. Donc voilà, on a plusieurs dates. Et puis après, en fonction de la demande, je rajoute probablement souvent des dates. L'année dernière, j'en ai fait 3 fois plus que prévu. Donc c'est comme ça dépend des thèmes et des moments. Donc on peut travailler ensemble sur rédiger une offre d'emploi attractive. On peut revenir sur l'analyse de besoins et la rédaction de l'offre et les canaux de diffusion. On peut travailler sur rechercher efficacement dans des bases de CV pour être capable aussi d'aller, sans perdre trop de temps, dénicher des CV intéressants. On peut travailler sur questionner efficacement en entretien de recrutement, où là on revient sur qu'est-ce que je questionne, dans quel ordre, comment, et on fait une simulation avec un vrai candidat en situation réelle, comme ça permet au moins de se tester sur ce qu'on vaut et prendre du recul sur sa propre pratique. C'est pas que vous faites mal les choses, c'est que des fois aussi il y a de la routine qui s'installe, et puis il y a des réflexes qui sont plus toujours les bons. Et puis on peut travailler sur construire sa marque employeur. Quand je dois raconter quelque chose sur moi, qu'est-ce que je dis sur moi? C'est quoi mon portrait robot? C'est quoi mes atouts? Comment je communique sur qui je suis pour éventuellement attirer à moi des candidats pour tout de suite, mais aussi peut-être pour demain. Voilà. Et puis quand vous aurez l'équipe, on pourra travailler sur l'entretien pro, sur la gestion des compétences, sur la mobilité interne, sur plein de sujets pour optimiser vos équipes.